Et on y est, le coup tordu, le 316e épisode du coup tordu. Le coup tordu, ici ça parle vélo, ici ça parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le fameux podcast des passionnés pour les passionnés. La grande preview du Tour de France. Ça y est, on y est. C'est parti, grande preview qui va se diviser en 5 épisodes. Donc dans cet épisode, on va vous faire un petit rappel du parcours et puis on va parler stratégie de course. On va vous donner nos pronos, nos prédictions pour le classement général. Vous aurez un épisode ensuite consacré aux fameux électrons libres, ces coureurs qui vont partir en échappée, qu'on va voir à l'avant, matin, midi et soir, cher aux joueurs de fantasy, notamment aux joueurs de Side Limit. Un épisode consacré au classement par points, le classement du maillot vert, un 4e épisode consacré au classement comme le classement de la montagne. Et enfin, on terminera avec le Team Classification, le fameux classement par équipe. Mais bien évidemment, pour ce coup tordu, on a réuni les meilleurs. Ils sont là, ils sont dans la place, plus en forme que jamais. Monsieur Latib, alias Thibaut, comment il va mon Thibaut ? Eh ben, il va très bien, mais visiblement un peu moins bien que notre cher Enzo, que je tiens à féliciter. Ah oui, mon Phénix. Allez, merci. Et c'est effectivement, après 100 épisodes loupés, je suis enfin de retour. Voilà. Pas sans épisode loupé. Alors moi je vous le dis là, Enzo. Alors il y a un truc en matière de cyclisme, voilà, qui donne du dopage naturel. Alors moi Enzo, ça va être mon oracle pendant le Tour de France. Au moins sur les 2 premières semaines, Enzo, je vais suivre tous tes pronostics, toutes tes prédictions, tout ce que tu dis. Voilà, je vais même pas te contrarier. Voilà, tu vas dire, je vais suivre. Parce que voilà Enzo, t'étais sur un gros dossier, un énorme dossier. Je dois avouer que c'est quand même ma femme qui a fait le gros du travail, mais le plus beau des dossiers. On a notre deuxième enfant est arrivé il y a 2 jours, donc il est en très bonne santé, la maman aussi. Tout va très bien, donc on est super heureux. Un peu fatigué, c'est pour ça, moi je me souviens un peu comment c'était après le premier. Dopage naturel, personnellement, j'y crois pas trop, tu vois. Ah ouais? Donc on va voir. Ah non, c'est de la survie. Ah, tu te rappelles pas si après le premier t'avais balancé des pronostics, des trucs Non, je me rappelle que j'avais souffert du manque de sommeil surtout. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, il est là, Enzo, voilà, analyste Phénix sur X sur Twitter, balancer des messages pour le féliciter. Lui, la maman, on est super heureux pour toi, Enzo, et super heureux de te retrouver pour. Merci. Ouais, non, c'est cool. Ça fait plaisir pour je vous disais, Enzo, il est sur un gros dossier en ce moment. Bah voilà, c'est le plus beau et le plus gros des dossiers. Alors, on avait fait un dossier de 9 mois quand même, on a préparé. Ouais, un dossier bien préparé. Exactement. On avait fait un épisode au mois d'octobre sur le parcours du Tour de France. On avait détaillé tout ça, mais voilà, on va se faire une petite piqûre de rappel. On enregistre le mercredi 2 juillet, donc on est à J-3 avant le coup d'envoi du Tour de France, donc qui débute ce samedi 5 juillet du côté de Lille. Qui veut prendre la main pour un petit rappel du parcours ? Oh, je laisse écoute, étape numéro 1. Yalla, ce n'est pas une occasion pour Tadej Pogačar. Puis après, c'est du pot guidé à peu près jusqu'au dernier jour. Un dernier jour qui est mouvementé puisque on ne le savait pas à ce moment-là, mais du côté de Paris, on a des Champs-Élysées revisités avec la butte Montmartre. Donc on aura une étape qui sera explosive et une occasion unique pour Tadej Pogačar d'aller s'imposer sur les Champs-Élysées, de lever les bras avec le maillot jaune. C'est magnifique, on adore. Ça lui fait globalement sur cette étape, sur le global, les étapes, on les a déjà décrites, donc on vous renvoie vers cet épisode. Ça nous fait techniquement, si j'ai bien compté, et Enzo me corrigera, 12 occasions de gagner une étape. C'est magnifique, j'adore. J'étais à 10 moi, mais t'as dû aller chercher un petit peu plus à la limite, j'imagine. Sans doute. Alors, t'as dû rajouter celle de Toulouse, par exemple. Oui. Voilà. Moi, je crois pas quand même, mais je comprends. Mais alors Thibaut, t'as une analyse intéressante justement parce que voilà, on en parlait un petit peu Enzo avant que t'arrives, on en parlait hors antenne, hors podcast avec Thibaut. Alors moi j'ai fumé pas mal de podcasts. D'ailleurs au passage, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses pour ce Tour de France. Il me semble qu'il y a déjà eu plus de contenu au niveau des podcasts audio, mais on va vous régaler bien évidemment dans le coup tordu. Donc moi un petit peu l'atmosphère qui ressort, j'ai un petit peu l'impression qu'on a affaire à des journalistes, à des gens qui ont envie de peut-être un peu croire à une éventuelle on va dire bagarre entre la Visma et les UAE. On essaye de se convaincre qu'il y a éventuellement un suspense.
Alors, Thibaut, toi, tu as une théorie justement sur la construction du parcours, parce que tous ces analystes cherchent dans la construction du parcours quelque chose qui pourrait permettre d'avoir à Jonas Vingegaard un petit espoir face à Pogačar, mais ils oublient tous un truc, Thibaut, et tu me l'as dit juste avant le podcast, c'est que ce parcours, il a été construit dès 2023, et le rapport de force entre Pogačar et Vingegaard était complètement inversé. Oui, il était complètement inversé. On a construit, on va dire... jusqu'à Hautacam, on a construit une première semaine et demie, un début de deuxième semaine, entièrement taillé pour Tadej Pogačar pour qu'il gagne du temps sur Jonas Vingegaard avant la montagne et pouvoir permettre quand même aux Slovènes de rentrer dans le match face à son némésis et son adversaire numéro 1. Sauf que depuis, on l'a vu, et l'année dernière, le match c'est plus que resserré, et c'est inversé en montagne. Donc en fait, Tadej Pogačar a un parcours de bout en bout taillé pour lui. Voilà, donc non seulement c'est le plus fort, et en plus, sans faire exprès, ils lui ont taillé un parcours pour lui. Toi, Enzo, pareil. Non, mais c'est bien. Attends, on peut se poser la question, mais et je te l'ai posée. Moi, j'ai estimé à peu près à 12 étapes potentiellement que Tadej Pogačar pourra remporter. Mon pronostic, c'est qu'il va en remporter 7. Toi, Vincent et Enzo, je vous pose la question, combien d'étapes Tadej Pogačar va-t-il remporter sur ce Tour de France? Vas-y, Enzo. Celle où j'ai un doute, c'est la 10e. Mais si je la rajoute dans mon calcul, je suis comme toi. Je dirais 7. Les 6 étapes de montagne, plus Péragude. Ah ouais, non, moi, tu vois, j'élimine la Plagne. Et moi, je pense que ça va être comme l'année dernière. Genre, arrivé en altitude, il va juste tout broyer. Ouais, non, mais oui. Mais du coup, pour moi, regarde. Allez, on va commencer par les étapes de montagne. Hautacam, Péragude, Super Bagnères, parce que Super Bagnères, il roulera pas, mais ce sera les Visma qui rouleront pour essayer de le faire péter sur une journée up and down et potentiellement chaude. Ça n'arrivera pas. Le Mont Ventoux, le col de la Lose, on est à 5. Et je rajoute Boulogne et Viray. Putain, moi, je rajoute Sancy, moi. À moi, Sancy. Les gars, à moi, Sancy. Il va pas en gagner 10. Ah non, mais Sancy, moi, c'est un peu, on va parler de tout ça, mais pour moi, Sancy, dernier jour avant la première journée de repos, il va aussi la prendre. En tout cas, voilà, vous mettez les pieds dans le plat directement, hein, voilà, on y va, on attaque d'entrée. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, que voilà, on peut faire des pronostics sans forcément mettre d'argent. Donc, bien évidemment, je rappelle également que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs, et que dans le lien de l'épisode, on vous a mis le numéro de téléphone de Joueur Info Service. Mais c'est, voilà, mon premier bet, c'est Pogačar remporte au moins 5 étapes. La cote, elle est à 1,50. S'il n'y a pas d'impondérable, ça me semble quand même donné, et c'est 0,75% de bankroll. Voilà, on attaque direct. Thibaut, ça te semble value cette histoire? C'est aberrant de dire ça, mais oui. On est sur un coureur qui, honnêtement, des étapes de montagne, on sait, il l'a décrit, hein, le chrono, il est favori sur ce type de terrain au vu de sa forme et du différentiel qu'il y avait avec Jonas Vingegaard. On peut parler du Dauphiné, hein, mais en termes de chiffres, on est littéralement à 6%, 5,96 pour être exact, de différence. Est-ce que Jonas Vingegaard peut combler cet écart? On dira le Tour 2023, ok, il n'y a pas tant de différence que ça entre le Dauphiné et le Tour en termes de chiffres sur Jonas Vingegaard. Donc aller récupérer 6%, c'est énorme en un laps de temps aussi faible. Faudrait en fait que ce soit une grosse régression de Tadej Pogačar, donc j'ai du mal à y croire. Donc on disait que le col de la Lose, bon, visiblement on a déjà le plan, Marc Soler l'a dit, ils veulent se venger, ils veulent aller chercher l'étape. Le Mont Ventoux, c'est une montée sèche, on peut se douter que ce jour-là ce sera probablement un GCD, même si souvent les montées sèches comme ça se finit peut-être un peu plus en échappée. Là c'est quand même une montée difficile. Le chrono, Hautacam, il va y avoir un correctif à vouloir, un peu comme Combloux sur le Dauphiné. Il en reste plus beaucoup, hein. Et dès qu'on arrive au sommet, il a l'avantage de pouvoir partir tout seul, c'est qu'il tire P, laisser Vingegaard tout seul, ou le fumer au sprint. Donc c'est aberrant. Il a 5. C'est, tu te dis non. Mais même avec les étapes punchy, son adversaire principal, il en a 2.
c'est Mathieu Van Der Poel et le monde de la finance. Non, blague à part, il a qu'un seul adversaire, c'est Mathieu Van Der Poel. Non. Voilà. Non, Thibaut, il y a deux adversaires, ils s'appellent Eddy Merckx et Mark Cavendish, parce que rappelle-toi Enzo, je vais te laisser la main là-dessus, mais rappelle-toi quand même qu'au début du podcast, la première saison, je lui ai posé la question, est-ce que pour vous, Pogačar peut aller chercher, à l'époque c'était le record d'Eddy Merckx, à savoir 35 victoires. À l'époque, tu avais fait un calcul, tu m'avais dit faudrait qu'il en gagne 5 ou 6 par an, ça me paraît compliqué. Alors je te repose la question, Thibaut. Là, il est à 17 victoires d'étape. Va-t-il aller chercher le record de Mark Cavendish ? Pas cette année, évidemment. Mais... Oui, on avait dit qu'il lui faudrait un peu moins d'une dizaine d'années, genre 7-8 ans. Ce qui était faisable dans ses cordes. Il était sur un rythme de 3 étapes par an. Il a augmenté la cadence. Et au vu de ce qu'il nous a montré, la cadence de l'année dernière, il va pas la diminuer. En plus, on lui donne un parcours entièrement taillé pour lui. Enzo, Tadej va sous-merdifier ce Tour de France. Honnêtement, il y a de grandes chances. Le seul espoir d'avoir une course intéressante, ce serait que Vingegaard arrive à combler le retard. Alors quand on parle, on dit 6%. Tu dis 6%, ça va. Mais 6%, quand tu regardes les chiffres, tu dis mais l'écart est juste monumental. En sport, 6%, c'est monumental. Que Vingegaard soit bien meilleur sur le Tour de France que sur le Dauphiné et en soit bien meilleur que sur son propre Tour 2024, j'ai assez peu de doutes là-dessus. Mais dans le même temps, Pogačar va lui aussi progresser. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite. Là, on parle de ces deux-là parce que c'est les cas les plus marquants et ceux qui ont vraiment augmenté le plus. Mais tout le peloton, tous les mecs augmentent de plus en plus. Quand tu regardes les gars du top 10 l'année dernière, ces mecs-là, ce qu'ils ont fait, c'était valable d'un podium du Tour de France il y a 10 ans, quoi. Et vainqueur du Tour de France il y a 10 ans. Ou même vainqueur, oui. Ouais. Et je veux dire, et même le 10e. Et on peut aller même un peu plus loin. Genre, faudrait peut-être regarder jusqu'au 15e, tu vois. Les mecs jusqu'au 15e, je pense que ça faisait podium du Tour de France il y a 10 ans. C'est ridicule. C'est ridicule comment le niveau augmente. Alors oui, Pogačar, Vingegaard et dans une moindre mesure Evenepoel prennent toute la lumière, mais c'est tout le monde en fait. Et quand est-ce que ça s'arrête ? À quel moment ça s'arrête ? Parce que Pogačar, pourquoi lui s'arrêterait de progresser d'un coup et Vingegaard lui continuerait de progresser ? En fait, j'ai du mal à voir à quel moment, si les deux n'ont aucun problème de préparation ou pendant la course, à quel moment Vingegaard va être en mesure de rattraper le retard qu'il avait. Il n'y a qu'un motif d'espoir. Il n'y a vraiment qu'un motif d'espoir et ce sera mon seul espoir sur ce Tour de France, parce que j'en ai très peu, honnêtement. On va pas se mentir, sur le début du Dauphiné, on commençait à sentir une petite hype pour le Tour de France. On s'est dit, vas-y, ça va être bien. Puis, Tadej Pogačar à Combloux nous a montré que non, l'espoir est fini. Noir, c'est noir, il y en a plus. Mais en fait, mon espoir, c'est que l'année dernière, le Tour de France, il a fait chaud, mais il a pas fait caniculaire. Et là, cette année, on prévoit quand même un Tour de France qui est beaucoup plus chaud. On sait que Tadej Pogačar a bossé ses défauts, mais que la canicule en était un. Maintenant, est-ce qu'il s'y est vraiment adapté ou pas ? Est-ce que ça peut rester un point faible et est-ce que ça peut rester dans son organisme ? Je pense que les Visma Lease vont partir sur ce principe-là. Et ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Visma, ils l'ont dit, on a réussi à le faire péter en roulant fort sur les étapes de montagne quand il fait chaud, on va retenter. Et littéralement, ils l'ont dit. Donc oui, c'est pour ça que j'ai pas de doute sur le fait que Super Bannière, je m'attends pas à ce que UAE roule, mais à ce que ce soit le plan Visma qui soit mis en route sur ce type d'étape. C'est l'étape qui est profilée plan UAE. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? On le sait très bien, ils vont foutre Wout van Aert devant, ils vont essayer de le récupérer, ils vont rouler comme des dératés et le seul problème ce sera de savoir s'il fera suffisamment chaud pour faire péter Tadej Pogačar et s'il fait suffisamment chaud, est-ce que Tadej Pogačar va péter ? C'est le point d'interrogation et ce sera vraiment le seul motif d'espoir parce que si il ne craque pas sous la chaleur, Tadej Pogačar est imprenable. On va pas se mentir, il est littéralement imbattable. Alors, au niveau de la chaleur, bon, il a bossé, là-dessus. Puis maintenant, il y a des entraînements pour, on en parle souvent, notamment le fait de s'entraîner en sauna. Il y a juste un dernier
mini truc pour certains coureurs qui n'aiment pas la chaleur, c'est pas tellement le fait de courir dans le chaud, parce qu'encore une fois, à un moment donné, le corps s'adapte, surtout si on a fait de l'entraînement pour ça en amont. C'est juste les chocs de température. Si par exemple un jour on a une étape où il fait, allez, on va dire 13, 14 degrés ou 15 degrés, une arrivée au sommet, ça peut être possible même en plein été, et que le lendemain on se retrouve en plein cagnard avec 35, 40 degrés, avec vraiment un gros choc thermique, un gros choc de température, là on peut avoir le fameux coup de chaud. Et voilà, il y a des coureurs qui ont un petit peu plus de mal avec ça que d'autres. Et très souvent, ceux qui ont un petit peu plus de mal avec ça que les autres, c'est ceux qui justement ont une acclimatation un petit peu compliquée à la chaleur. Donc voilà, et ça par contre, je pense que pour les grosses équipes, c'est assez compliqué de travailler sur ces chocs de température, même si j'imagine qu'ils ont des petites choses. Moi Thibaut, je voulais juste revenir sur un point, parce que dans le coup tordu on se dit tout, hein, on met les pieds dans le plat. On va y aller tout de suite sur les zones grises. On va retracer un petit peu ce qui s'est passé. On va dire 2023. Alors on rappelle encore une fois, rien n'était interdit, personne n'a triché, personne ne sera disqualifié pour tout ce qu'on va vous dire. C'était autorisé, enfin c'était pas interdit, maintenant c'est autorisé. On va retracer un petit peu 2023. Thibaut, les Visma avaient le monoxyde. Et on va dire que depuis, si on retrace un petit peu les choses, tout s'est un petit peu équilibré, quoi. Et même retourné. Oui, tout s'est rééquilibré parce que les Emiratis s'y sont mis. Enfin, si tu prends par rapport aux déclarations du médecin d'équipe, c'est l'année dernière en novembre quand il a dit qu'ils avaient eu des phases de test avec le monoxyde et qu'ils ont arrêté depuis. Et il a dit la période. Et la période, en fait, en termes de mois, correspondait le début à la fin du Tour de France. Donc, allez, soit ils l'ont trouvé d'eux-mêmes, soit on peut miser sur un petit espionnage industriel. Oui. Ils en ont les moyens. Bien sûr. Et ils ont mis la main dessus. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi les Visma volaient autant par rapport aux autres. C'était pas interdit. Ah oui, c'était maintenant, faut aussi l'assumer quand tu dis oui, non, on n'en prenait que pour des tests. Bon, j'ai du mal à croire. Après, bon, c'est ta parole. Un grand bien t'en fasse si tu veux être sur cette version-là, que moi personnellement je ne croirais pas. Non, t'as franchi des limites allègrement avec. C'est pas interdit. Et donc pour revenir moralement, c'est peu acceptable. Et donc pour revenir à 2025, Enzo, dès cet hiver, donc on a su que le monoxyde allait être interdit, et dès le mois de novembre, on a eu on va dire des déclarations un petit peu particulières des managers du AE, là, un entraîneur ou je sais plus, ou c'est Fernandez ou Gianetti qui a été dire pas de panique pour le monoxyde. Ouais. Oui, ils se sont dit non, mais de toute façon nous les tests, on a conduit les tests qu'on avait à conduire, on l'utilisera plus avant même l'interdiction officielle, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Et ils ont rajouté un petit truc, Thibaut? Non, rien. Non. Après, ils ont dit on a trouvé mieux. Non, c'est pas eux qui l'ont dit. Qui c'est qui a dit on a trouvé mieux? Ça, c'est ce qu'on peut supposer. Ah oui, d'accord. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Oui. C'est moi qui l'ai dit. Traduction, on a trouvé mieux, vous inquiétez pas. Voilà. T'imagines le mec qui dit on a plus, on a trouvé mieux. Non, mais bon, si on lit entre les lignes, donc voilà, donc on peut s'imaginer encore une fois. On extrapole un peu. Ouais. Mais bon, oui, dans le fond, c'est probablement ce que ça veut dire. Mais oui, c'est probablement ça. Est-ce que c'est ça? Non, je ne mettrai pas mon main à couper. Oui, il part chercher sa bière au frigo, là. Ouais, Thibaut, il est parti se rafraîchir un peu. Exactement. Mais oui, non, c'est ce qu'on peut supposer, honnêtement. Ouais. Donc voilà, donc dans 2 ou 3 ans, on va sortir un truc, mais encore une fois, voilà, je le dis, je pense qu'on est dans la zone grise et que personne ne triche et que il n'est pas totalement intellectuellement très honnête de vouloir comparer les époques. Chaque époque est différente et puis voilà, enfin tout ça c'est bien évidemment l'avenir qui nous le dira. Donc après, on peut pour ce truc de monoxyde, honnêtement, je trouve que c'est un cas d'étude très intéressant sur la définition à donner du dopage. Est-ce que c'était de la triche avant son interdiction? Non. Est-ce que c'était du dopage? Clairement, oui. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. Ce procédé a quand même permis aux équipes qui l'utilisaient d'améliorer artificiellement leur performance.
Dire, c'est pas parce que les mecs se mettent pas une seringue dans les veines que c'est pas du dopage. C'est pas parce que en 2024 c'est pas dans les procédés dopants et que ça le devient en 2025 que d'un seul coup ça devient dopant. Non, ça l'était déjà. Il est juste interdit depuis. Donc c'est ça ce problème avec le terme de dopage dans le sport, parce qu'il faut savoir que littéralement, enfin si tu regardes la définition du mot dopage dans le dictionnaire, il n'y a aucune notion d'interdit. D'accord, c'est tous les procédés, tous les produits visant à améliorer artificiellement des performances, pas tous les procédés ou produits interdits et ou pouvant nuire à la santé. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce qui est le point de départ. C'est le point de départ normalement. C'est important parce que justement, certains défenseurs te diront oui, mais dans ces cas-là, excuse-moi, mais moi quand je prends ma caféine. Tu peux considérer que c'est du dopage. Frère, il y a quand même une différence entre prendre ton shoot de caféine pour moi et prendre un petit shoot de tizanidine ou un petit shoot de monoxyde de carbone. Non mais oui, mais sur le plan moral, c'est différent, les produits sont différents. Mais moi je pense qu'on a résolu dans le coup tordu l'une des clés de l'équation. Et voilà, je vais pas palucher le podcast, mais je pense que l'épisode qu'on a fait avec Eric Boyer, on a fait 3 heures de podcast quasiment. Pour moi, c'est peut-être le meilleur podcast qu'on a fait, en tout cas un des meilleurs. À un moment donné, quand il nous parle de Giannetti, parce que Eric Boyer remontait cet épisode, on l'a fait l'hiver dernier. Eric Boyer, quand il nous parle de Giannetti, parce qu'ils étaient équipiers ensemble à la Polti la dernière année où Eric Boyer roule dans le peloton professionnel, et remonter ce que disait Giannetti et les discussions qu'ils avaient tous les deux. Évidemment, Eric Boyer vomit chie sur le dopage, et ils ont discuté ensemble. Et Giannetti, c'est un mec sympa. Voilà, pour ça que moi je le mets pas dans la même caste que Johan Brunel qui est un connard terminé, et j'assume. Mais Giannetti, il disait finalement. Attends, parce que je sais pas si tu as écouté l'enquête, je crois, de Radio France. Oui, si, j'ai écouté, bien sûr. Giannetti. Oui. Je pense qu'on peut le mettre dans cette catégorie de gros connard. Le mec est un petit Armstrong à base de pression sur les médecins, notamment un qui a dû signer un contrat comme quoi il n'a pas le droit de prononcer son nom public. Enfin, non, là, ça va juste plus loin que le mec qui s'est dopé dans son coin et qui est, comme beaucoup de sportifs de haut niveau, a passé la ligne. Non, lui, il allait beaucoup plus loin et c'est clairement dans la catégorie des gros connards. Là, il y a pas de doute. Mais au moins, si tu discutes avec, il est sympa. Il a l'air sympa. Oui, mais Eric Boyer, du coup, en fait, j'ai pas spécialement envie de discuter avec. Oui, évidemment. Non, mais ce que je veux dire, oui, non, mais t'as raison de signaler ça. Enzo, t'as entièrement raison. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que le discours de Giannetti à l'époque, c'était de dire finalement les cons, c'est ceux qui ne se dopent pas, et parce que l'UCI dit rien, et on le voit aussi dans ce reportage de Radio France, Enzo, qu'à l'époque, ils ont complètement tout laissé passer, et voilà. Et moi, j'incite également, j'en avais déjà parlé dans le podcast, à regarder. Vous l'avez regardé ou pas, l'affaire Festina? Oui, j'ai pas eu l'occasion encore. Oui, si. Voilà. Et Thibaut, la première réaction de Jean-Marie Leblanc quand il apprend qu'il y a Willy Wood qui s'est fait arrêter, il appelle les keufs ou je sais plus qui, et le premier truc qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Je sais plus du tout là-dessus. Vous voulez tuer le Tour de France. Donc voilà. Exactement, oui. Voilà. Donc les mecs, voulaient préserver le business. Donc Giannetti, lui, son discours, c'était de dire, comme les instances disent rien, finalement, les cons sont ceux qui ne trichent pas. Donc aujourd'hui, je pense que l'époque a changé. Le discours a évolué. Le discours a évolué. Évidemment, oui, je suis d'accord avec toi. Je vais t'anticiper sur le truc. Avant, son discours, c'était, les cons, c'est ceux qui vont pas dans les lignes rouges. Maintenant, les lignes rouges, on sait que faut plus jouer avec, mais les cons, c'est ceux qui jouent plus avec les lignes grises. Et voilà. Et sauf que les lignes grises, c'est pas interdit. Donc ceux qui disent que, après peut-être que je me trompe, mais ceux qui disent que, Pogacar, ça finira pas en Armstrong, c'est juste qu'aujourd'hui, dans l'arsenal complet de l'équipe cycliste parfait, faut aussi avoir des bons juristes, des bons avocats, et voilà. Et je pense qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font, et ça se trouve, faut surtout avoir le bon budget. Non, mais faut surtout avoir le bon budget et pouvoir investir comme tu veux dans le milieu de l'optimisation. On va appeler médical, mais enfin c'est le jeu du nerf de la guerre des grosses équipes qui peuvent faire littéralement ce qu'elles veulent.
Ouais, voilà. Ouais, donc on en revient, on est dans un truc, voilà, on est dans un truc différent. Donc à partir de là, s'ils trouvent un truc, évidemment, ils vont pas le dire. Et encore une fois, ça sera pas forcément un truc qui sera interdit. On revient donc à ce Tour 2025. C'est pour ça que le discours, tu peux avoir le même qu'à l'époque d'Armstrong où on disait oui, mais dans plusieurs années, vous pouvez me tester, vous ne trouverez rien, ce qui était totalement faux. Parce que on le cachait à cette époque-là. Là, tu peux avoir le même discours, sauf que en fait, le truc c'est que tu peux trouver des choses en disant, mais si c'était pas interdit à ce moment-là, t'es serein toute ta vie, parce que à l'instant T, tu faisais absolument rien de répréhensible. Ah oui, non, mais je pense que mais je pense qu'ils sont sereins, et je pense qu'ils peuvent l'être. Hein. Je pense qu'ils peuvent l'être. Donc, on revient donc sur ce Tour 2025. Alors, Pogačar, on avait donné le bet, hein, c'était après le chrono du Dauphiné où il avait fini 4e. Sa cote vainqueur du Tour de France, elle était remontée à 1,80. Voilà, j'espère que vous êtes servi à ce moment-là. Là, maintenant, c'est 1,35. Ça reste encore value, hein, Thibaut. Sur tout ce qu'on dit. Hein. C'est pas une belle cote, hein, mais ça reste encore presque value. Hein. Tu dirais, Thibaut, on fait ça. Hein? Non, mais honnêtement, en fait, les scénarios où Tadej Pogačar ne gagne pas ce Tour de France, c'est les scénarios où il pète avec la chaleur. Combien je lui donne de pourcentage de chance de péter avec la chaleur au vu du monstre que c'est devenu, au vu du nombre de défauts qu'il a gommé très peu. Et l'autre scénario qui peut l'empêcher d'avoir ce Tour de France, c'est malheureusement un impondérable. Et l'impondérable, je le vois pas dans une chute personnelle plus que dans un mec qu'on a plus rien à foutre de finir en garde à vue et qui lui fait un plaquage rugbyman parce qu'il en a ras le cul de voir une domination de Pogačar, c'est tout. Ouais. Et encore, t'as plus de chances de le voir se recevoir un saut de piste que de voir un striker lui sauter dessus. Ouais, évidemment, on espère que ça arrivera pas. Toi, Enzo? Évidemment. Toi, on fait 100 fois ce Tour de France, Poggi, tu le vois gagner combien de fois? En sachant que c'est pas le coureur qui tombe le plus, que c'est un coureur qui est en général plutôt bien placé dans les étapes piégeuses. En sachant qu'il a 6 minutes, en sachant qu'il a au moins 6 minutes de marge sur ses adversaires en montagne. Quand même plutôt pas mal de fois sur ces 100 fois, je vais dire. Vraiment beaucoup, quoi. Je saurais pas te dire, parce que je vais dire n'importe quoi, mais honnêtement, à part un impondérable, je vois pas qui serait en mesure, pas qui, hein, parce qu'il y a que Vingegaard qui potentiellement peut espérer quelque chose. Même si j'ai lu que Remco part dans l'esprit où il pourrait les battre, et c'est très bien. Hein. Enfin, le mec, il a raison. Il fait podium du Tour de France l'année dernière avec 10 minutes d'avance sur le 4e. Si tu pars en te disant j'y vais mais je peux rien faire, reste chez toi. Tu vois. Donc c'est le bon état d'esprit. Je pense pas que ce soit faisable, mais c'est le bon état d'esprit. Mais pour moi, il y en a qu'un seul qui potentiellement peut vraiment espérer de manière réaliste rivaliser, c'est Vingegaard. Et même ça, j'en suis pas sûr que ça puisse arriver. Ah oui. Ah oui, il faudrait une maladie, un impondérable. Non, ouais. Puis même le coup de la chaleur, honnêtement, même si ça arrive une fois, même s'il pète une fois, là, prendre quoi? 3 minutes? 4 minutes? C'est tout. Ouais, enfin, et encore. Ah, mais il aura, c'est du temps qu'il aura peut-être déjà d'avance sur les étapes précédentes. Avec ce qu'on a vu du Dauphiné, honnêtement, ce qu'on peut anticiper. Il était en roue libre. Il était en roue libre sur du 8%, quoi. Enfin, tu veux faire c'est terrifiant parce qu'on parle de Vingegaard qui littéralement explose tout le peloton mondial sauf Tadej Pogačar. Mais là, avec, il y a pas d'excuse de prépa tronquée et tout. Les deux arrivent avec une prépa parfaite. Mais combien de temps à Vingegaard? Il va lui mettre ses 6 minutes, hein. Oui. Je rigole même pas. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que sur le Dauphiné, quand t'as le seul auquel je pense qu'il va y avoir une énorme évolution par rapport à son Dauphiné, c'est Remco, un peu à la manière de l'année dernière, tu vois, où vraiment le Remco du Dauphiné et le Remco du Tour de France, c'est son frère jumeau qu'ils ont envoyé, ça n'a rien à voir. Vingegaard et Pogačar, je pense qu'ils avaient un niveau de préparation identique à leur niveau respectif et que chacun va continuer à progresser de son côté, mais que l'écart va rester le même, tu vois.
mais il y en a pas un qui est arrivé en sous-forme par rapport à ce qu'il prévoit de faire sur le Tour de France. Tu vois ce que je veux dire, c'est que pour moi ils étaient à un niveau au niveau prévu sur ce Dauphiné. Genre Vingegaard n'était pas là en souffrance, il était pas là genre non là je sais que je suis pas là pour gagner le Dauphiné parce que je sais que j'ai 2-3% qui manquent. Non, il était là au niveau qu'il espérait être. Et c'est juste que Pogačar était lui aussi au niveau qu'il espérait être sur le Dauphiné, mais qu'il était déjà 6% plus fort que Vingegaard, quoi. Moi, je vais vous poser la question. Tout le monde voit Pogačar dans tous les scénarios, les podcasts que j'ai écoutés, ce que j'ai lu, ce que j'ai écouté. Le scénario qui revient le plus, c'est Poggi qui prend le contrôle définitif de la course du côté d'Otakam. Toi, Thibaut, est-ce que tu es sur ce scénario-là? Et si tu es manager du AE, si tu es Pogačar, Gianetti, McShane, tu scénarises un petit peu la course. Pour toi, à quel moment il faut aller récupérer le maillot? Est-ce que tu es sur ce scénario d'Otakam? Je suis sur le scénario d'Otakam où dans l'esprit et que ce soit des gens comme de ses adversaires, il a tué le tour. Il a tué le tour à Otakam. Maintenant, ce sera serré serré. C'est relatif, jusqu'à Otakam. Et Otakam, ce sera le coup de grâce. Enzo. Et ce sera, mais il prend le maillot jaune dès Boulogne, dès la deuxième étape. Et il le quitte pas. T'envisages un scénario où il a le maillot qui est un peu à la Giro 2024, quoi. Exactement, il y a que la première étape où il l'a pas. Mais avec une vraie adversité cette fois, ça serait terrifiant. Enzo, t'es sur ce scénario aussi? Ouais, sauf que moi je pense que le coup de grâce c'est Peragude. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être sur les 8 pauvres kilomètres d'ascension, je sens que ça va être le festival du grand n'importe quoi ce jour-là. Je pense vraiment que je pense que la côte de Domancy, que le Combloux de Vingegaard à côté, genre ça va être relayé aux oubliettes, tu vois. Je sais pas, j'ai un feeling. Je sens que là ça va être là et tu vas dire OK, bah écoute, bon, on en est là, quoi. Ouais, en sachant que la veille, tu te seras dit. Oui, tu sens déjà que ça vient. Tu sens que ça arrive. La veille, ça va être. Mais non, mais ça va être funeste aussi. Hein. Quand tu regardes le tracé et tu vois Otakam, le Ventoux, tu vois le col de la Lose, tu vois un Chrono Scalata et tu dis putain, ces 4 trucs-là, c'est les 4 moments où Vingegaard a pété Pogačar. Tu dis ah ouais, genre ça va être cool, tu vois. Sauf qu'après tu regardes le Tour de France 2024 ou même le Dauphiné 2025, tu dis ouais, ça va rien changer en fait. C'est bien, ça va juste pire, ça va lui donner envie même pire que ça, de se venger. Exactement, et puis ils l'ont annoncé. Il a l'esprit de revanche. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, un mec qui a l'esprit de revanche, quand il écrase déjà tout, tu dis s'il te plaît frère, genre tu sais, les adversaires sont déjà au sol, arrête de les taper. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans le petit microcosme cyclisme sur les réseaux sociaux, il y a un mème qui revient beaucoup, c'est le I'm gone, I'm dead guys. Tu vois? Oui. Genre Pogačar a peut-être un des plus gros palmarès de l'histoire. Un des trucs qui revient souvent de lui, c'est quand il s'est fait élater le cul. Et ça, je pense qu'il aime pas du tout. Il aime pas du tout. D'autant plus que tu doubles avec le comportement des Visma cette année-là, où sur l'étape du Markelstein de Thibaut Pinot, on le laisse pas faire. On le laisse pas faire, alors que bon, frère, sur les Champs-Élysées, quand il avait 8 minutes au général. Ouais, c'est pareil. Il s'échappe sur les champs, ça va dans sa roue, ça prend pas un relais. Il l'a tellement mauvaise de cette époque-là parce que il y avait aucune raison. Enfin, t'es tellement loin. Laisse-moi, arrête de faire le chien. Tu peux rouler avec moi. De toute façon, les 8 minutes, tu me les récupéreras pas je les récupérerai pas sur les pavés des Champs-Élysées, même sur la montée finale chez Pinot. Enfin, c'est logique, quoi. Enfin, il restait quoi? Il restait 8 kilomètres. La mission vengeance, elle a déjà commencé l'année dernière. Hein. Alors, rappelle-toi l'étape, c'est laquelle? De Jorgensen. Ouais, celle où Jorgensen allait. Vingegaard, Isola 2000. Pogačar, quand il est sorti sur son attaque, c'était objectif, je le rattrape et je le plie. Le mec, il a un maillot jaune, je le plie. Jorgensen ou mon petit frère, j'en ai rien à foutre, c'est un maillot jaune, je le plie, tu vois.
c'est quoi, c'est le lendemain au sommet de la Colmiane où il laisse même pas la victoire à Vingo. Alors qu'il aurait pu, par politesse. Et en interview, il m'a dit, ça aurait été Remco, je lui aurais laissé. Mais oui, mais parce que après, ils sont potes. Non, mais hors d'une, oui, mais est-ce que tu laisses une victoire à pour moi, c'est pas une marque de respect. Honnêtement, c'est pas une marque de respect de lui dire, allez, tiens, c'est quoi, prends ton bonbon. Enfin, on parle de Vingegaard, on est quand même sur le deuxième meilleur coureur de grand tour du 21e siècle, là, en termes de ce qu'il est capable de faire, pas en termes de palmarès. Enfin, pas en termes de palmarès. Tu lui laisses une victoire, enfin, mec, mais c'est pire que tout. C'est pire que tout pour moi. Tu le balances un os à Angers et tu non, non, mais oui, c'est ça, c'est genre, allez, vas-y, mon gars, genre, lève les bras, tu vois. Je te la donne, celle-là. C'est comme l'histoire entre Armstrong et Pantani. Armstrong qui dit, oui, j'ai laissé gagner en haut, et Pantani qui dit, non, c'est moi qui suis allé gagner, et Armstrong qui dit, oui, j'ai bien sprinté, oui, j'ai bien essayé de gagner. Pour assassiner le mental d'un champion, il n'y a pas pire. Pantani, il l'avait mauvaise. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il l'avait mauvaise. Mais alors, pour moi, c'est pire que tout. N'importe quel autre coureur que Vingegaard, je suis d'accord. Même un Visma, je suis d'accord. Mais Vingegaard, à aucun moment, ne doit laisser une victoire à Pogačar quand il écrase le Tour, et Pogačar ne doit à aucun moment laisser une victoire à Vingegaard quand il écrase le Tour. Ton adversaire, tu le respectes en faisant la course. Ton adversaire direct. Oui. Seul qui, techniquement, est capable de jouer à la pédale avec toi. Enfin, il était capable, en tout cas. Donc moi, ça m'a pas choqué qu'il laisse pas de victoire à Vingegaard. J'étais plus choqué, c'est un grand mot, mais je me suis plutôt dit, ah ouais, vraiment, c'est un gros bâtard. Quand il allait chercher Jorgensen, tu vois. Parce qu'il n'y en avait pas besoin, dans le fond. Enfin, il avait déjà le Tour de gagner, il avait déjà quoi? 5 victoires d'étape, 4 victoires d'étape? Bah, mais je te dis, moi, je pense qu'il a le record de Cavendish, déjà dans le fond du crâne. Faut qu'il cherche des adversaires, il en a pas. Derrière, tu vas chercher les. Derrière, tu vas chercher les records. Et j'allais dire un truc, je sais plus. Et donc ouais. Donc sur le classement général, donc voilà, on est tous d'accord, unanime. Moi, Thibaut, je suis sur ton scénario. Poggi qui le prend dès la deuxième étape. Je suis même pas sûr que Remco puisse aller le récupérer sur le contre-la-montre. Pour moi, il le récupère même pas. Ouais. Remco gagne le chrono. Oui. Non. Voilà, toi, tu commences à dire des bêtises, tu m'énerves. C'est pas possible, ça. Tu vas pas nous sortir Ghana, quand même. Bien évidemment qu'il va gagner Ghana. Ça suffit maintenant. Alors c'est vrai que je te contrarie pas. Oui, Ghana. Non, mais attends. Non, mais à un moment, Remco qui va arriver à 45 kg et demi pour faire le Tour de France et passer la montagne, va falloir que ça cesse, tu vois, de gagner des chronos tout plats. Genre, je veux bien, mais ça suffit. Tu roules plus vite. Et tu roules plus fort et plus vite que Ghana en grimpant plus vite et plus fort que Pantani, à un moment, c'est bon, quoi. Laisse-moi tranquille. Je te rappelle que Ghana, il s'est fait plier par Ethan Hayter il y a 2 semaines. Oui, et il a mis, il a gagné le chrono des championnats, il a gagné le chrono des championnats d'Italie à 55 de moyenne. Enfin, c'est pas le problème. Je pense qu'il en a rien à foutre du Tour de Belgique. Tu vas pas te faire des amis en Belgique, là, Enzo, là. Mais alors, le fait de dire que Ghana, on a rien à foutre du Tour de Belgique, je pense pas que ça me vaille un non-droit d'entrée en Belgique. Alors, vraiment, vous êtes un peu trop vexable facilement, les gars. Ouais. J'ai pas dit que j'en ai rien à foutre. Je rappelle qu'il y en a un qui est champion olympique, voilà. Mais j'ai pas dit ça. Aussi. Moi, j'ai juste dit, à un moment, faut qu'il arrête de nous casser les couilles. C'est tout ce que je dis. Ouais, mais c'est parce que le meilleur rouleur du monde, ça te fait mal qu'il soit belge. Non, c'est bon, ça, c'est acté, je l'ai accepté. Remco est effectivement le meilleur rouleur du monde. D'accord. Mais à un moment, ça suffit. J'ai droit au bonheur, putain. C'est pas, j'en ai marre qu'il passe deuxième. C'est qui, c'est Van Aert? Ah, oh là là. Là, c'est bon. Outre Kirievrin, t'as des ennemis. C'est fini. Désolé, les gars. Non, mais oui, sur le papier, je suis d'accord. Remco part favori du chrono, mais par contre, je suis d'accord avec Thibaut aussi. Je pense pas qu'il mettra un assez gros écart avec Pogačar, qui lui s'est complètement chié sur son chrono du Dauphiné, par contre, et qui va gentiment corriger le tir à Caen. Attends, je suis en train d'aller rechercher le Giro, le deuxième chrono que Pipo remporte, et Poggi il est pas loin. Il explose dans le dernier partiel. Mais sur les 2 premiers inters, il est très proche. Mais après il pète un peu. Ouais, tu vois, 29 secondes. 29 secondes, honnêtement,
Ouais, mais je crois de mémoire, il y avait vraiment genre 3-4 secondes jusqu'au deuxième inter, et après, par contre, Ghana, en bon pistard, en bon négatif splitter, le dernier morceau du chrono, il y a pas vraiment photo. Mais imaginons. Ouais, mais là, 33 km, c'est un peu long quand même, 33 km. Je dis pas sur une vingtaine. Ah, c'était 31 là. Oui, mais justement, je pense que sur la fin, Pogačar peut facilement arriver sur la ligne avec 25-30 secondes de retard. Ce qui est beaucoup et peu à la fois, sur 30 km face aux meilleurs rouleurs du monde. Enfin, c'est surtout vu les étapes qu'il y aura eu avant, quoi. Oui, il arrive si on gagne une ou deux, ça fait déjà 20 secondes de bonus de base. Sans compter les potentiels écarts, c'est 20 secondes de bonus pour 2 étapes gagnées. On en est là. Et avant ça, t'auras eu quoi? T'auras eu la deuxième et la quatrième étape de mémoire. Ouais, c'est ça. La deuxième et la quatrième où les punchers peuvent se battre. Et moi, ce qui me fait peur pour Remco, c'est pas sa capacité à suivre. Je suis totalement persuadé qu'il peut suivre, mais c'est son placement. On l'a vu sur le Dauphiné. Hein. Oh que oui. Oui, ouais. il était très fort, et encore heureux qu'il est fort. Et sur l'Amstel, encore heureux qu'il est fort, mais je trouve que cette année particulièrement, il est très mal placé au moment, sur l'Amstel et sur Liège-Bastogne-Liège, il est hyper mal placé au moment critique. Et quand tu vois la gueule de son équipe... La Flèche Wallonne aussi. Hein. Ouais, non, mais je sais pas. Alors, ça a jamais été son point fort spécialement, mais cette année, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu exposé au grand jour, tu vois. Ou alors, j'en rajoute peut-être un peu, hein, mais sur le peu de courses qu'il a couru, j'ai vraiment trouvé que c'était un gros problème. Alors oui, il est fort, oui, il arrive à revenir, mais quand t'as du temps pour revenir, c'est bien. Quand il reste 3 bornes, et puis c'est des forces qu'il va laisser dans le vent au final. Hein. C'est des forces qu'il va laisser dans le vent. C'est pour ça qu'un mec comme encore Merlier sur le placement à la proche d'un sprint, c'est bien. C'est parfois ça peut reculer et ça peut être mal placé, mais Bert va avoir un rôle assez crucial pour Merlier que pour Remco. D'accord. Lui pendant 9 jours là, il va être au four et au moulin. Hein. On va terminer ce premier épisode donc sur le classement général. On a parlé donc de l'ultra domination de Pogačar. Enzo, toi, est-ce qu'il y a des noms qui te plaisent pour aller jouer le podium, pour aller jouer le top 10, des mecs que t'attends un petit peu pour le classement général où on va se jouer les accessites derrière les deux monstres? Pour le podium, je pense que tu as quand même 3 noms qui ressortent un peu. On va dire qu'avec ce qu'il a montré en 2024, et donc ce qu'il est potentiellement capable de faire, je pense qu'Evenepoel est favori à la 3e place. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire hausser le niveau de manière phénoménale entre le Dauphiné et le Tour de France? Peut-être. En tout cas, il l'a déjà fait, donc c'est techniquement quelque chose qu'il est capable de faire. Ce qui m'inquiète plus, c'est son équipe. On vient juste d'en parler. Il va être isolé très vite en montagne. Niveau placement sur les moments critiques, c'est pas le top du top. Et Landa était d'une précieuse la dernière. Surtout psychologique, je pense. De savoir que même si t'as un problème, genre 20 secondes derrière t'as Landa, en vrai tu dis ok, même si je perds du temps, je sais que je vais pas être tout seul très longtemps. Là, il va être tout seul. Dès que ça va grimper fort et vite, il y aura personne. Et s'il pète, il pète. Et mon gars, tu le sais très bien, quand tu t'appelles Remco Evenepoel, il y a personne qui va rouler avec toi. Absolument personne. Du coup, c'est pour ça que même si sur le papier, pour moi, il est favori pour la 3e place, je sais pas si je mettrais pas plutôt un Almeida 3e. Almeida, moi j'ai un peu peur du placement aussi. Hein. Tu vois là, tous ces trucs où il démarre en bas des pentes, sur toutes les étapes punchy en première semaine, il peut le manger sévère. Hein. Non, le seul truc qui fait peur pour Almeida, c'est qu'il a énormément couru. Il a plus de 50 jours de course. Donc est-ce qu'il va pêcher à la fin? C'est possible, même pour moi, c'est mon favori à la 3e place. Aussi, parce que je pense honnêtement que Tadej Pogačar va torpiller tellement le Tour sur ses premières étapes. En fait, à partir du milieu de la 2e semaine, chez les Emiratis, c'est même plus une question de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, c'est Poggi, il a tellement d'avance, il fait ce qu'il veut et tout, puis nous derrière on peut aller jouer et l'objectif c'est l'humiliation complète. On s'est fait torcher le cul en 2022. Les Gisma Lease-Bike, ils en ont laissé littéralement à personne. Ils ont tout remporté. Maillot vert, maillot à pois, maillot jaune, un nombre d'étapes faramineuses. L'objectif, c'est de faire pareil.
Et si on pourrait foutre Almeida devant Jonas Vingegaard, on se priverait pas. Ah oui, Enfin, non, je pense, oui. J'ai du mal à y croire, ça, quand même. Ah, moi, j'exclus pas le doublé. On a du mal à y croire. Ah, pour moi, c'est pas un autre monde. Hein. Oui, mais pour moi, honnêtement, à partir de la 3e semaine, on essaye de jouer Almeida pour le podium. Ah ouais, je pense. S'il est placé, je pense. Pour moi, Almeida, il va être genre en roue libre un petit peu dans le groupe derrière Vingegaard à attendre et aller planter au dernier moment pour lui grappiller du temps comme ça. C'est parce que tu auras certainement Pogačar loin devant, derrière en chasse-patate Vingegaard. Et pour moi, la vraie question, c'est est-ce que Remco sera lui aussi dans un 3e échelon en chasse-patate ou est-ce qu'il sera dans un 3e échelon au sein d'un petit groupe de favoris avec des mecs comme Almeida, Lipovic, Roglic s'il n'est pas tombé au bout du 2e jour, tu vois, des gars comme ça. Si c'est comme ça, honnêtement, moi je pense qu'Almeida il peut aller gratter déjà Peragude, il va gagner beaucoup de temps sur pas mal de mecs Almeida et je serais même pas étonné qu'il finisse devant Remco sur un chrono comme ça. Ah oui, non, c'est complètement Peragude. En plus, il arrive parfaitement à gérer son effort. Voilà, ça fait un peu penser les chronos cardio à l'époque à la Tom Dumoulin, donc en fameux negative speed. Donc ça, je pense que c'est le meilleur pour gérer son effort et surtout pour finir fort, pour finir très fort les chronos. Donc ça, oui, je pense que c'est possible. Moi, j'aurais un petit bet sur Matteo Jorgensen en top 10. Je trouve que 1,65 c'est assez bien servi. Je le vois honnêtement, voilà, 5e, 6e place, en léger progrès par rapport à l'année dernière. Et peut-être aussi un peu. Ça n'a pas baissé depuis. Un 4. Écoute, je sais pas. Peut-être. Et je sais pas, il va falloir hausser le niveau, hein, parce que sur le Dauphiné, c'était vraiment pas fameux. Ouais, je le vois. Si tu reprends ses déclarations en début d'année, normalement, le top 10, c'est le minimum syndical, parce que le mec était là en train de dire, je veux être le Roglic de Jonas, tu vois. Je veux pouvoir être cette 2e carte qui mettra la pression sur Pogačar. Bon, je crois que Pogačar, il a même pas la pression quand il voit Vingegaard, donc autant te dire que Jorgensen, je crois qu'il sait pas qui c'est. Parce qu'il l'a vu un jour, il l'a enrhumé en montant Isola 2000. Oui. Bah après, si tu regardes les mecs qui sont devant, bon, Pogačar, Vingegaard, allez, même Evenepoel, on peut retirer, quoi qu'Evenepoel, je sais pas. Lipovic, il peut y avoir. Sinon, Evenepoel, pour moi, c'est top 5. Quoi qu'il arrive, c'est entre 3 et 5. Bon. Si vraiment il est au-delà, c'est qu'il a abandonné la course, mais je le vois pas à la pédale faire pire que top 5. Honnêtement, c'est pas possible. Bon, bah, admettons, Lipovic, il peut y avoir des problèmes en première semaine. Roglic, énorme point d'interrogation, même si je trouve qu'il se fait à droite, à gauche, complètement enterré. Moi, je l'enterre pas complètement pour un top 5. Carlos Rodriguez, fantomatique depuis le début de l'année. Après, on a Ben O'Connor, on a Henrik Mas, on a Félix Gall et on a Buitrago au niveau des cotations. Moi, je pense que Jorgensen, il peut complètement terminé devant Lipovic, O'Connor, Mas, Rodriguez et Félix Gall, voire Buitrago. Hein. Pour moi, c'est... Et derrière, Lipovic de l'équation, mais le reste, ouais, je suis d'accord. Ouais, donc pour moi, allez, même en étant moyen, il finit 8 il fait 8 ou 9. Hein. Il doit être dans le top 10, il doit largement être dans le top 10. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de question, parce que le mec, à moins que Vingegaard arrive à tenir Pogačar, auquel cas Jorgensen sera le dernier étage de la fusée. Voilà, et là c'est possible. Comme je pense pas que ça va être le cas, pour moi on va le garder le plus possible en tant que, j'ai pas envie de dire 2e leader, parce que quand t'as un mec comme Vingegaard dans ton équipe, t'as pas de 2e leader, sauf à l'époque de Roglic, tu vois. Et Jorgensen n'en est clairement pas là. Mais pour moi il sera pas sacrifié d'office. Donc 1,65, si Boukref 1,66 Thibaut. 1,65. Et Boukref. Ouais. Donc bon, je pense qu'on peut encore un petit peu trouver ça à droite à gauche. Donc ça sera 0,30% de bankroll pour le top 10 de Matteo Jorgensen. Donc je rappelle donc Pogačar victoire 1,80, mais ça avait été pris en PLT. Jorgensen top 10 1,65 et Tadej Pogačar qui remporte au moins 5 étapes, parce qu'on peut pas prendre des pics à plus. Pogačar qui prend 6 ou 7 étapes. La cote à 1,50, 0,75% de bankroll. Thibaut, je t'ai pas demandé toi s'il y avait quelqu'un au niveau des top 3, des top 10, voire une petite surprise, un mec qui allait nous surprendre, un petit gars que t'as repéré.
un mec qui te surprend, honnêtement. Bah, c'est ce que je disais en Space avec James et Brice. On va faire du calcul arithmétique pour aller chercher la 10e place. Alors, on va prendre les équipes par ordre des potentiels vainqueurs. Donc, t'as les Émiratis avec Tadej Pogačar, ils peuvent mettre Almeida et Yates, c'est absolument pas interdit. L'année dernière, ils l'ont fait. Après, il y a Vingegaard. On va mettre Jorgensen, donc on est déjà à 5. Et même si j'ai un doute sur Simon Yates, on peut aussi le mettre dans les prétendants. Donc, potentiellement 5-6. Ensuite, il y a Remco Evenepoel, bon, qui sera bien seul. Puis après, on va passer sur les Red Bull World. Techniquement, s'il lui arrive pas de problème, il y a Roglic et il y a Lipovic. Surtout Lipovic. On est déjà bouclé à 8 ou 9. Il reste une place. Donc, dans ces noms-là, honnêtement, tu l'as cité. Le mieux, c'est Jorgensen. Je pense. Parce qu'après, t'as une foule de prétendants. T'as des mecs comme Mas qui vont aimer ces longues journées assez dures. T'as Ben O'Connor, t'as Tobias Johannessen. Oui, bien sûr. T'as Santi Bustrago qui dit qu'il va aller jouer un général. Non, Van Helvet, il a dit qu'il jouait les étapes. Skelmoz, il a dit qu'il jouait les étapes. Félix Gall, il a dit qu'il jouait les étapes. Tu vois, c'est des mecs qui vont lâcher du temps au général. Donc, il y a plus de doutes sur ces personnes-là. Guillaume Martin, on sait qu'il va jouer le général, mais il va perdre énormément de temps. Est-ce qu'il va en gagner en échappée? Mais combien d'échappées vont aller au bout aussi? Voilà, c'est ça. Et on va en parler dans l'épisode suivant. Ouais. Donc, au final, compliqué de dégager le nom, mais on peut avoir ces super armadas, comme je te l'ai dit. Et j'ai même pas parlé en plus des Ineos qui te mettent plusieurs coureurs, quoi. Donc faut piocher là-dedans. Et le mieux, celui qui était le plus haut et qui donne quand même des gages, c'était Jorgensen. Bon. Si je pouvais avoir un groupe, alors là, un vrai pari top 10, c'est Johannessen. Oui, parce qu'en plus. Et d'ailleurs, je crois même que je l'ai mis 10e dans mon classement. Après, en termes de cote, j'ai mis 10e. Ouais, en termes de cote, c'est 1,75. Ah oui, non, par contre, genre, je suis pas très fort dans les cotes, mais 1,75, j'y vais pas pour Johannessen. Ouais, tu vois, c'est un mec, tu te dis, t'irais peut-être plus à 4 ou 5. Oui, voilà, ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'il peut, en tout cas, son Dauphiné, je pense que ça lui a vraiment donné confiance. Ça lui a vraiment donné confiance sur sa capacité à tenir un classement général. Alors, entre une semaine de Dauphiné et 3 semaines de Tour de France, il y a un monde, hein. Mais pour moi, c'est le genre de mec, même s'il perd un petit peu de temps, sur une bonne échappée, parce que il y aura quand même au moins 5-6 coups qui iront au bout, pas plus. Mais si tu arrives à choper le bon truc, tu peux gratter un petit peu de temps, quoi. Bon, bah justement, les coups qui vont aller au bout, on va en parler dans le prochain épisode. Merci pour ce coup tordu sur le classement général, et on se retrouve tout de suite. Vous avez un épisode juste après consacré aux électrons libres. Merci les amis. Salut à tous. Ouais, salut.